Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. On va revenir largement sur la colère du monde agricole à l'heure de la signature du Mercosur, c'est le jour J. On va y revenir avec Olivia Detroya et on va y revenir également avec Timothée Delem qui vient de rencontrer sur les Champs-Élysées, les agriculteurs qui s'étaient mobilisés sur le périph' parisien ce vendredi matin et qui s'étaient donné rendez-vous comme point ultime, place de l'Étoile. On en parlera aussi avec Laure Salvin. On reviendra également ensemble sur les attentes des Français à l'aube de cette nouvelle année. À suivre aussi un récit édifiant. Comment un ami de famille qui avait le cœur sur la main et auquel on aurait confié le bon Dieu, sans confession, cachait un passé de traître et de déportateur à la solde de l'Allemagne nazie. Point de vue, c'est parti. On va tout de suite aller sur les Champs-Élysées retrouver Timothée Delem. Timothée, apparemment, les agriculteurs sont repartis, mais la colère, elle, ne semble pas retomber. Oui, absolument Vincent. Et d'ailleurs, le président de la coordination rurale, Bertrand Manteau, l'a dit hier, le combat sera dur, il sera long avec cette mobilisation donc de la coordination rurale. Hier, ils étaient juste ici, les tracteurs. Et puis ce matin également, effectivement, le blocage du périphérique parisien à l'appel cette fois-ci de la Confédération paysanne. Il s'était donné effectivement rendez-vous ici sur cette place de l'Étoile pour la fin de cette mobilisation. Mais eh bien, c'est vrai que là, ils sont en train de tous petit à petit quitter cette place. Il n'y a plus d'agriculteurs. À l'heure où je vous parle sur cette place de l'Étoile, il faut dire que le cordon notamment de sécurité est extrêmement important. On a pu assister ce matin malgré tout à une interpellation assez vive des deux porte-parole nationaux de la Confédération paysanne qui nous ont d'ailleurs confié, l'un d'entre eux nous a confié au moment de cette interpellation qu'ils allaient être placés en garde à vue, information que les forces de l'ordre ici n'ont souhaité ni confirmer ni infirmer. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement la colère, elle, promet de continuer. On a pu échanger avec des agriculteurs notamment de la Confédération paysanne, mais également de la coordination rurale. Certains sont arrivés hier soir tard ici à Paris. Ils ont tous prévu de revenir, de rentrer chez eux en région dans la journée, mais ils nous promettent qu'ils sont prêts à revenir ici sur Paris s'ils estiment que leur voix n'est pas suffisamment entendue. Merci beaucoup Timothée Delem. Bonjour Laure Salvin. Un mot d'abord de la mobilisation agricole, puisqu'on en parlait à l'instant. Est-ce que les blocages qu'on a pu connaître peuvent nuire au mouvement ? Il y a plutôt un certain soutien dans l'opinion aujourd'hui à l'égard des agriculteurs. Ce soutien, d'ailleurs, il est assez traditionnel dans la population française. La population française tient à ses agriculteurs, tient à son agriculture. Ça fait partie du patrimoine français. Donc, il y a plutôt une certaine empathie. Je pense pas. Alors, ça peut nuire effectivement à l'opinion des Parisiens et des habitants de l'Ouest français. Qui sont proches, effectivement, qui pourraient en pâtir, mais pas, je pense, au niveau de l'opinion française. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils sont tout à fait en empathie, justement, avec ce que souhaitent défendre les agriculteurs. Alors, ils sont en empathie avec ce que souhaitent défendre les agriculteurs. Est-ce que, par exemple, les Français sont contre le Mercosur ? Alors, c'est très compliqué pour les Français. Ils se positionnent pas forcément pour ou contre. Beaucoup de sans-opinion émergent quand on pose cette question-là aux Français. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain resserrement, disons, une certaine volonté de resserrement de l'économie et notamment favoriser et soutenir l'agriculture française. Donc, il n'y a pas forcément d'opposition nette, mais effectivement, il y a quand même la volonté de défendre davantage l'agriculture française. Oui, c'était derrière cette question du rapport au Mercosur, c'est la question du rapport au libre-échange et de façon générale à l'idée de protéger également l'économie, de protéger également les productions françaises. Est-ce qu'on sent une évolution de l'opinion ? Est-ce que l'opinion française est favorable ou est-ce qu'il y a une évolution autour de cette question, notamment de cette question du libre-échange ?
Il y a effectivement une évolution de l'opinion, notamment sur le domaine de la souveraineté. Les Français ont le sentiment effectivement d'avoir perdu beaucoup de pouvoir, de puissance et de place au sein de oui, mais même plus largement, pas que l'Union européenne, mais aussi l'univers international, en fait. Enfin, voilà, le domaine international. Et donc, ils souhaitent, en effet, qu'on travaille de plus en plus, enfin, en tout cas que les politiques travaillent de plus en plus pour restaurer cette souveraineté. Et donc, ça concerne évidemment le libre-échange et ça concerne évidemment l'agriculture. Les Français souhaiteraient pouvoir effectivement consommer davantage français, pouvoir consommer et pouvoir continuer effectivement à voir l'agriculture en France comme un des fleurons finalement du pays. Une perte, par exemple, du leadership français en matière agricole, ou par exemple une prise de conscience très forte de la dépendance française en matière agricole, pourrait avoir un effet traumatique sur l'opinion? Oui. Dans la même veine d'ailleurs que l'énergie, que la défense, qu'un certain nombre finalement, et l'économie évidemment, un certain nombre de domaines où les Français ont le sentiment finalement qu'on a reculé ces dernières années par rapport à la position qu'on pouvait avoir, par exemple, ne serait-ce qu'un siècle en fait. Voilà. Donc ça reste encore une fois associé à l'identité et à la tradition française. Ça fait partie des piliers effectivement de l'image de la France, les fermes et les greniers de la France. Et donc, effectivement, ça serait un coût supplémentaire d'atteinte à la souveraineté française. Emmanuel Macron, en tout cas, l'Élysée a fait savoir que la France s'opposerait au Mercosur. En termes d'opinion, le président de la République n'avait pas tellement de choix, non ? C'était compliqué, effectivement, face à la colère des agriculteurs et puis aussi face au soutien, effectivement, de la population. Mais j'imagine que le président de la République ne décide pas en fonction de l'opinion. Il la prend en compte, bien sûr, mais ne la suit pas forcément. Mais là, pour le coup, on peut dire qu'il est aligné. Je vous laisse à votre imagination. Est-ce que, en tous les cas, une opposition de la France, un vote défavorable sur cette question du Mercosur, pourrait permettre à Emmanuel Macron de regagner quelques points de popularité? C'est fort possible. C'est fort possible. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il montre à travers effectivement cette décision ? C'est le sentiment finalement qu'il écoute les Français, qu'il écoute les agriculteurs. Ce que reprochent beaucoup les Français aujourd'hui à Emmanuel Macron, au gouvernement et aux politiques d'une manière générale, c'est justement de ne pas suffisamment les écouter et les entendre en fait, et les comprendre. Voilà. Et donc là, le fait en effet d'infléchir sa première position, qui était plutôt un accord en faveur du Mercosur, ça signifie que Emmanuel Macron prend en compte effectivement différentes résistances, les comprend et agit en conséquence. Donc je ne sais pas si ça sera suffisant pour inverser la tendance qui est très dure aujourd'hui dans l'opinion. Je viens de rejeter un œil sur le baromètre Verian du Figaro Magazine. Il est historiquement bas. Il est historiquement bas, il atteint quasiment son record qui était 11% de confiance il y a quelques semaines encore. Aujourd'hui, seulement 12% des Français lui font confiance pour régler les problèmes qui se posent en France. C'est un record absolu. Le seul président de la République qui avait atteint ce niveau de défiance, c'était François Hollande, juste après la parution du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Donc il y a un niveau effectivement de défiance et de critique à l'égard du président de la République très très forte. Et là, il perd y compris auprès de ses soutiens. Et c'est notamment en partie à cause d'affaires internationales, et notamment le Venezuela, puisqu'il a été très peu clair finalement au démarrage de cette histoire. Il a clarifié l'absence son de condamnation hier, voilà. lui a coûté des points, c'est ce que vous êtes en train de me dire ? Oui, je pense qu'effectivement, l'absence de condamnation lui a coûté des points. Il y a d'une partie ça, et puis d'une autre partie, ses vœux qui ne montraient pas un élan vraiment très mobilisateur, notamment pour son propre camp, parce que chez qui il perd des points ce mois-ci, c'est dans son propre camp en fait. Son propre camp paraît un peu fragilisé effectivement peut-être par un côté peut-être
insuffisamment offensif en ce début d'année, compte tenu notamment du contexte international. Justement, si on jette un œil sur ce baromètre du Verian pour le Figaro Magazine, le premier de l'année, on voit que la cote de popularité de Sébastien Lecornu, elle, remonte, mais elle reste quand même assez basse. Tout à fait. Elle est très intéressante, cette vague, parce qu'elle montre plusieurs mouvements d'opinion. Donc effectivement, un premier mouvement qui dissocie le président de la République et le Premier ministre. Très souvent, ils sont associés dans leur cote de confiance. Là, il y a une dissociation. Le président de la République baisse, le Premier ministre, au contraire, remonte, lui. Le Premier ministre, s'il remonte, c'est notamment parce qu'il a trouvé un accord quelque part au sein de l'Assemblée nationale pour faire voter le budget de la sécurité sociale. Et ça, notamment au centre et à droite, auprès des sympathisants de droite, c'est quelque chose qui lui est très favorable. Donc on voit bien les sympathisants de droite sont reconnaissants à Sébastien Lecornu d'avoir trouvé un accord sur un budget qui est quand même très dépensier. Absolument, mais qui devrait favoriser la stabilité pendant un an. Est-ce que la clé, ce n'est pas aussi l'âge de ces sympathisants ? Oui, il y a aussi, bien sûr, l'âge. Ce sont des plus seniors et effectivement, qui sont peut-être plus dans une attente aussi de stabilité et de, comment dire, de pacification aussi de la vie politique. Les Français ont eu le sentiment que pendant un an, on n'a pas pu avancer sur de grands projets. L'économie a été touchée aussi par cette instabilité politique. Et donc là, leur priorité, c'est vraiment d'avoir un budget coûte que coûte. Quand on pose la question aux Français, est-ce que c'est mieux d'avoir un budget coûte que coûte, ou vaut-il mieux ne pas voter ce budget parce qu'on considère qu'il est trop mauvais ? Les Français, majoritairement, se positionnent sur « il faut voter ce budget parce que ça va nous assurer une certaine stabilité économique ». Vous disiez que cette nouvelle vague du baromètre Verian pour le Figaro Magazine est très intéressante. Est-ce aussi parce que parmi les leçons qu'on peut tirer, en tous les cas qui sautent aux yeux quand on jette un œil, c'est que Marine Le Pen, qui va être en procès à partir du 13 janvier prochain, caracole en tête de votre baromètre derrière Jordan Bardella? Absolument. Les deux premières personnalités qui restent, et depuis de nombreux mois aujourd'hui, les personnalités en qui les Français souhaitent le plus qu'elles aient un avenir en France, c'est Jordan Bardella et Marine Le Pen. Il y a un petit mouvement qui est notable, c'est le numéro 3. Le top 3 a changé, c'était Édouard Philippe pendant des mois, des semaines. Et là, maintenant, Bruno Retailleau vraiment le talonne et le dépasse de quelques millièmes. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en numéro 3 ce mois-ci. Et puis, alors vous parliez de procès, effectivement, il y a le procès de Marine Le Pen. Il y a la sortie également, c'était marquant, la sortie de Nicolas Sarkozy de prison, la sortie de son livre. Pas d'effet dans l'opinion. Donc, de la même façon lorsqu'il avait été condamné, il n'y avait pas eu d'effet dans l'opinion. Je pense que ça marque une certaine stabilité de l'opinion. Ceux qui apprécient et soutiennent Nicolas Sarkozy continuent à le faire. Ceux qui ne l'appréciaient pas et le critiquaient sont restés effectivement dans le même camp. À quoi attribuez-vous la montée dans l'opinion de la cote d'avenir de Bruno Retailleau ? Il avait pas mal baissé ces derniers mois, suite effectivement à... C'est un effet correctif. Exactement, c'est un effet correctif. Et puis, il y a eu quelques mois effectivement de flottement après son départ du gouvernement. Je pense qu'il y a une partie des sympathisants du centre, mais aussi de droite, qui lui en ont voulu de sortir du gouvernement, qui auraient préféré qu'il reste. Et puis maintenant, finalement, il recommence à prendre la parole sur des sujets beaucoup plus transversaux, sur le travail, par exemple. Il a pris un certain nombre de positions. Et donc, effectivement, ses sympathisants se remobilisent et font front devant lui. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que lui augmente, mais Édouard Philippe baisse aussi. Et il baisse notamment beaucoup, il perd 10 points en un mois, ce qui est beaucoup, auprès des sympathisants du centre. Donc, auprès de son cœur d'électorat, quelque part. Et ça, je pense que c'est dû notamment, effectivement, à
séparation très claire maintenant avec Emmanuel Macron, avec le président de la République. Dont il demande la démission. Dont il a demandé la démission. Il a quelque part tué le père, mais sans prévoir et sans proposer de projet alternatif. Et ça, je pense que c'est ce qu'on lui reproche, c'est ce que c'est d'ailleurs soutien traditionnel lui reproche, c'est effectivement pourquoi pas clarifier une certaine distance par rapport à Emmanuel Macron. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème dans l'opinion. En revanche, pour ne rien proposer comme projet alternatif en face, là, ça laisse un peu un vide et je pense que ça fragilise aussi l'adhésion du centre à cette personnalité-là. Quels sont, Laure Salvin, les grands souhaits, les grandes préoccupations des Français à l'aube de cette nouvelle année ? Alors, rien de très nouveau, vous me direz, mais la préoccupation numéro 1, selon la façon dont on pose la question, c'est l'accès aux soins et le pouvoir d'achat. Il y a vraiment ces deux préoccupations qui restent très majeures et dans l'ensemble de la population. Ces attentes, elles sont effectivement transversales, quel que soit l'âge, la catégorie socio-professionnelle, etc. Et puis, en troisième position, c'est la sécurité, la délinquance, de plus en plus aussi le narcotrafic, effectivement, qui devient une préoccupation profonde, et notamment dans la perspective des élections municipales, où on a vu effectivement ce sujet du narcotrafic remonter dans les préoccupations des Français et des maires d'ailleurs. Et puis enfin, il y a un dernier sujet qui monte, c'est les violences faites aux enfants. C'est un sujet qui est peu abordé notamment et qui est peu cité dans les baromètres habituels des préoccupations. C'est un item qu'on a ajouté, nous, chez Verian, pour voir effectivement à quel niveau il se situait. Et dans la dernière vague que nous avons réalisée, il se situe en troisième position quand même des préoccupations des Français. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut suivre. Il y a eu tout le scandale de des ASE au mois de décembre. Il y a eu un certain nombre de reportages aussi sur l'enfance et la maltraitance. Et je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui commence à... tout autant d'ailleurs que les violences faites aux femmes, qui arrivent en quatrième position, qui commence en fait à émerger dans l'opinion. Les élections municipales, ce sera ma dernière question, vont-elles avoir une dimension, cette fois-ci, plus nationale que ce qu'on a pu connaître dans les campagnes précédentes ? Je pense que ça va être très partagé. Je pense qu'il y a sur certains territoires où, au contraire, les Français se détournent tellement du niveau national qu'au contraire, ça va être très, très localisé. Dans des plus grandes villes où, effectivement, il y a moins d'ancrage territorial, les candidats sont moins visibles aussi parce que moins de proximité avec les habitants. Il peut effectivement y avoir une domination de ce débat national. Mais de là à dire qu'il va y avoir un grand dégagisme, comme on a pu le dire pour certaines élections, je pense quand même qu'on en est loin et qu'on est plutôt, effectivement, dans des élections qui seront très locales, dans une grande partie, puisque n'oubliez pas, sur les 36 000 communes françaises, plus de la moitié, évidemment, même plus de 70%, sont de très petites communes. Merci beaucoup, Laure Salvin. Le baromètre Verian est à retrouver dans le nouveau numéro du Figaro Magazine. Superbe numéro d'ailleurs, à l'occasion des 200 ans de reportage, comme vous pouvez le voir en ce moment. Merci beaucoup, Laure Salvin. On va retrouver tout de suite Timothée Delem qui est sur les Champs-Élysées avec une agricultrice à l'heure où précisément une majorité d'États membres de l'Union européenne vient de donner son feu vert au traité malgré l'opposition de la France. Effectivement, Vincent, avec Fanny Métrac qui est agricultrice en Ardèche, et c'est vrai qu'on le disait à l'instant en plateau, ça y est, le feu vert de l'Union européenne pour la signature du traité du Mercosur. Ça veut dire que ce Mercosur, et c'était déjà dans les tuyaux, il va finir par être adopté. Comment réagissez-vous et quelles vont être les suites de vos mouvements de contestation ? En tout cas, c'est pas fini, parce qu'il y a encore un passage au Parlement européen, il y a tout un processus. Si le processus démocratique n'est pas chointé, c'est pas encore finalisé. Vous avez encore espoir que le Mercosur ne soit pas adopté? En fait, à chaque fois, je me dis, si je suis militante syndicaliste, c'est parce que je reste un peu optimiste, même si je me dis, c'est pas possible que dans un monde où l'effondrement climatique, l'effondrement de biodiversité est un fait avéré, on continue à
signer des accords de libre-échange. C'est de la folie. On a combattu ici en France pour interdire des pesticides, pour interdire les farines animales, pour interdire le bœuf aux hormones, et on va venir importer de la viande qui utilise les farines animales, les hormones de croissance et des produits issus cultivés à base de pesticides. En fait, nous, paysannes et paysans français, on ne peut pas être concurrentiels, entre autres face à des pays qui utilisent de la main-d'œuvre à moins de qui payent la main-d'œuvre à moins de 1 euro de l'heure. Si on veut détruire la paysannerie française, continuons allègrement, mais pour nous, c'est impossible d'imaginer qu'on est capable de vendre des voitures en détruisant l'agriculture, parce que là, le deal, c'est ça. Hein. Et on a vu hier les cortèges de la coordination rurale un peu partout dans Paris et ici même sur cette place de l'Arc de Triomphe. Les cortèges de la Confédération paysanne ce matin avec cette opération escargot sur le périphérique parisien. On voit quand même que cette contestation, elle est montée d'un cran. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Bon bah là, on l'a vu ce matin, 2 de nos porte-paroles de la Confédération paysanne nationale, Stéphane Gallet et Thomas Gibert, marchaient là dans la rue pour rejoindre les tracteurs à l'Arc de Triomphe, ont été interpellés avec violence par les forces de l'ordre et ont été embarqués en garde à vue. On voit aussi qu'il y a 2 poids 2 mesures. Je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'unité paysanne. Clairement, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, marche main dans la main avec la FNSEA, c'est de la cogestion. Et nous, on appelle à la démission d'Annie Genevard parce que le projet agricole de la FNSEA, c'est de faire disparaître la paysannerie française. C'est d'avoir des méga structures de l'agro-industrie à tout va. En fait, pour qui, pourquoi? Nous, ce qu'on défend aujourd'hui, là, on était avec des organisations, les Soulèvements de la Terre, Cancer Colère, la CGT, Solidaire, pour montrer qu'en fait, c'est un combat populaire, c'est pas un combat uniquement agricole, parce que l'alimentation, c'est l'affaire de toutes et tous, et on doit tous et toutes se retrouver sur cette lutte-là. À quoi faut-il, si l'adoption de ce Mercosur devait se confirmer, à quoi faut-il s'attendre en termes d'action, en termes de mobilisation de votre part dans les prochains jours? Mais en fait, la colère, on était mobilisés il y a 2 ans pour les colères agricoles. Rien n'a été réglé. Nous, ce qu'on demandait, c'est un revenu digne pour toutes et tous. Franchement, les agriculteurs ont fait partie de ceux qui travaillons le plus pour avoir un revenu de misère. S'il y avait des revenus, des prix minimum garantis, il y a des politiques à mettre en place. On a plein de propositions pour garantir des prix minimums aux paysannes et aux paysans, tout en permettant l'accessibilité d'une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous. Si on réussissait, s'il y avait du courage politique pour stopper cette course effrénée à l'industrialisation de l'agriculture, à l'élimination des petits paysans et à une agriculture de plus en plus nocive pour les citoyens et les citoyennes, si on arrêtait tout ça, en fait, on pourrait permettre une transition agroécologique et des revenus dignes pour les paysannes et paysans. Tant que ça ne sera pas réglé, la colère, elle va continuer. Et en fait, là, on s'est battu, ça fait 6 mois qu'on se bat pour demander la fin de l'abattage total face à la dermatose nodulaire contagieuse. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, à nouveau, parce qu'en fait, la colère, elle ne s'est jamais arrêtée. C'est juste qu'à chaque fois, le gouvernement met des choses en place pour nous rendre fous. Merci beaucoup pour ce témoignage, Vincent. Voilà ce que l'on pouvait dire à ce stade, alors que ici la mobilisation sur la place de l'Étoile, on le disait, s'estompe, se termine, mais la colère en tout cas de l'ensemble des agriculteurs, elle, est loin d'être terminée. C'est en tout cas ce que nous disait à l'instant donc cette agricultrice de l'Ardèche. Merci beaucoup Fanny Métra, qui est porte-parole de la Confédération paysanne, qui est classée à gauche. Hein. Qui est plutôt classée à gauche, voire à l'extrême gauche. Gauche radicale. En tous les cas, effectivement, d'après ce qu'elle pouvait dire également sur une convergence de certaines luttes, on va y voir, parce que justement, cette division du monde agricole, elle est intéressante aussi à décrypter avec vous, Olivia Détroya. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes journaliste au service économie du Figaro, où vous suivez les questions notamment agricoles et les questions alimentaires. On va revenir peut-être justement sur ce point, sur ce qu'on vient d'entendre. Je trouve ça très intéressant parce que quand la porte-parole de la Confédération paysanne dit que la colère, elle est très ancienne et qu'elle va continuer, est-ce que elle dit vrai ou elle dit faux, tout simplement? Ah oui, elle est très ancienne. Ça elle dit plutôt vrai, puisque ça fait, on entre dans le 3e hiver de contestation agricole, et on avait déjà il y a une trentaine d'années, d'ailleurs c'est de là qu'est née la coordination rurale. On avait une trentaine d'années
des contestations aussi fortes que celles que l'on connaît aujourd'hui. Donc elle est très ancienne. Pourquoi on la ressent encore plus aujourd'hui? C'est parce qu'on a un paysage syndical qui s'est fracturé. C'est-à-dire qu'on avait historiquement le syndicat de la FNSEA lié aux jeunes agriculteurs qui était ultra dominant, qui portait un discours assez unifié sur ce qu'attendaient les agriculteurs. Aujourd'hui, on a cette fracturation du paysage syndical entre la FNSEA et les JA, le syndicat historique, et la coordination rurale d'un côté et la confédération paysanne. Et c'est ça qui attise un petit peu les braises de la colère agricole, parce qu'on a des attentes et des projets qui sont fondamentalement différents entre la confédération paysanne qui veut une agriculture plus paysanne, plus locale, etc. Et la FNSEA qui a un projet plus ouvert et plus libéral sur ce que peut être l'agriculture. Et c'est pour ça que la colère va continuer. C'est qu'il va falloir répondre à des attentes et des modèles qui sont différents. Par exemple, quelle est la position réelle de la FNSEA par rapport au Mercosur? Ils y sont opposés. Alors, ils sont globalement plus libre-échangistes que les deux autres syndicats. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de difficulté à dire il faut commercer avec les autres pays, les autres blocs mondiaux. Et c'est même nécessaire, puisque c'est ça qui va assurer aux agriculteurs français de pouvoir vendre et valoriser leur production. Ça, c'est la position de la FNSEA. En revanche, ils sont opposés au Mercosur en l'état actuel des choses. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de garde-fous et pas suffisamment de garanties pour protéger les filières agricoles qui sont concernées par cet accord. De ce point de vue, les syndicats sont plutôt assez unanimement opposés à l'accord. La question étant de savoir quelles sont les contreparties qu'ils accepteraient ou non. Une majorité d'États membres de l'Union européenne donc, a donné son feu vert à l'accord avec le Mercosur. Parmi eux, il y a un pays qui bloquait jusqu'à présent et qui vient de changer sa position, c'est l'Italie de Giorgia Meloni. Qu'est-ce qui a fait changer Rome de position? Pourquoi les Italiens ont changé de pied? Alors, ils n'ont pas réellement changé de pied. En réalité, Giorgia Meloni, on connaît sa force de négociation et son habileté de négociation. En fait, l'Italie était globalement plutôt favorable à l'accord, mais elle s'est dit, il y a eu une opportunité juste avant les fêtes de fin d'année, d'obtenir un peu plus pour les filières agricoles. C'est ce pourquoi, et d'ailleurs c'était une surprise à l'époque, l'Italie s'est ralliée au camp des opposants, en tout cas affichés à l'accord, en disant on veut un certain nombre de garanties en plus, qu'elle a réussi à négocier durant la fin d'année, et ce qui explique aujourd'hui qu'elle a signé du coup pour cet accord, mais fondamentalement il n'y avait pas d'opposition majeure de l'Italie à cet accord. Il y avait juste un levier de négociation que Giorgia Meloni très habilement a actionné pour obtenir des contreparties, à la fois pour les filières agricoles italiennes, mais aussi du côté de la PAC, la politique agricole commune, qui est en train d'être négociée. Sur le plan strictement agricole, y a-t-il des pays européens qui ont à gagner avec cet accord? On comprend bien que sur d'autres plans, notamment sur le plan industriel, et c'était la fameuse formule de les voitures contre l'agriculture. Donc on comprend bien que les filières, et en particulier les filières allemandes, ont beaucoup à gagner de cet accord pour pouvoir justement trouver des débouchés pour une industrie qui est énormément en souffrance actuellement. En revanche, est-ce que sur le plan agricole, par exemple, l'Allemagne a y gagné, et est-ce que d'autres pays européens ont à y gagner au plan, encore une fois, strictement agricole? Oui, alors déjà, rien qu'en France, certaines filières... Alors, on va revenir sur la France après. Oui. Mais si vous regardez, par exemple, vous prenez les vins et les spiritueux, qui aujourd'hui, on a un certain nombre d'appellations d'origine protégée qui vont être reconnues par cet accord. C'est-à-dire que l'accord reconnaît, le Mercosur reconnaît 350 AOP, donc des appellations d'origine protégée, et des IGP européennes. Donc, il y en a énormément dans le vin, dans le fromage, donc c'est une façon de défendre un peu les atouts des filières agricoles européennes. Donc ça concerne les vins et spiritueux, les fromages aussi, donc tous les pays à forte dominante viticole ou laitière. Je pense évidemment à l'Espagne, je pense à l'Italie, je pense aux Pays-Bas, qui a une industrie laitière extrêmement forte, a à gagner à cet accord, notamment parce qu'on va abaisser progressivement les droits de douane, à la fois sur les produits laitiers, mais aussi sur les vins et spiritueux, ce qui pour, par exemple, des pays comme le Brésil, extrêmement intéressant, puisque les droits de douane sont rédhibitoires aujourd'hui pour ces produits-là au Brésil.
Au plan, on va pouvoir mener la bataille du vin contre le caipirinha. Au plan agricole... Avec modération. Oh, bien évidemment. Au plan agricole, à quoi faut-il s'attendre sur notre territoire ? Alors, sur notre territoire... Sur le territoire, on rappellera par qui ? Parce que on a une partie de notre territoire qui est en Amérique latine, notamment la Guyane. Exactement. Alors, sur la France métropolitaine, on va dire, on a d'un côté les filières qui sont plutôt défavorisées par cet accord, c'est-à-dire, on en a beaucoup parlé, mais on va en reparler, la volaille, la filière sucrière, la filière bovine, le miel, le riz, mais c'est un peu moins important en France, qui vont en fait voir arriver un certain nombre de milliers de tonnes exonérées de droits de douane ou avec des droits de douane abaissés. C'est donc une concurrence supplémentaire, même si on regarde relativement par rapport à la production européenne, ce qui va pouvoir entrer dans l'Union européenne à droit de douane réduit ou préférentiel est relativement limité. On parle sur la viande bovine, par exemple, de 1,5 à 2% de la production locale. Alors, donc ça, c'est pour les il y a filières tout un discours défavorisées. qui relativise en ce moment, mais est-ce que justement c'est pas un problème aujourd'hui, à l'heure de la dermatose nodulaire, à l'heure où de toute façon les cheptels, d'après ce que on comprend, les cheptels bovins en France sont en train de diminuer de manière structurelle et en plus en pleine crise de dermatose. Alors, est-ce que c'est pas une opportunité, vous voulez dire Vous bien non, parce qu'on comprend, les éleveurs bovins qui. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la dermatose, ils souffrent énormément, mais tout ça est assez symbolique, parce qu'au niveau du cheptel bovin, on a abattu à peu près 3000 bêtes, me semble-t-il, ou 3500 bêtes sur un cheptel de plus de 16 millions de bêtes. Donc, au niveau du cheptel, c'est assez indolore. Ces nouveaux volumes qu'on voit arriver, c'est symbolique, parce que c'est pas tant l'impact que ça peut avoir sur les marchés, c'est la mise en concurrence avec des produits qui sont différents ou sur lesquels on n'a pas les mêmes exigences. Pas exemptés, mais en tout cas avec des normes. Exemptés de certaines normes qui déjà on demande aux la langue, les agriculteurs français. En vrai. C'est les pesticides, c'est le bien-être animal. C'est très bien, on a une agriculture en Europe qui est parmi les plus vertueuses au monde. La question, c'est que c'est la mise en concurrence avec un modèle qui est fondamentalement différent, et donc deux modèles qui ne se battent pas à armes égales. Donc ça joue beaucoup. Pour terminer sur votre question tout à l'heure, on a aussi des filières, on parlait des vins et spiritueux, des produits laitiers, en France qui pourraient bénéficier de cet accord, puisque il y a la reconnaissance des AOP sur le pays du Mercosur, et il y a l'abaissement des droits de douane sur les produits laitiers, sur les vins, les spiritueux, des homogénéisations de réglementation aussi entre les deux zones qui vont pouvoir aider à l'exportation. Si vous regardez jusque-là, les vins et spiritueux étaient plutôt discrets. On a vu plus des éleveurs sur les ronds-points de la discorde que des viticulteurs. Mais ils commencent à donner un petit peu de la voix. Un secteur qui en plus souffre énormément. Souffre beaucoup en particulier aussi. Secteur viticole. Ça va être donc ils donnent un peu plus de voix pour soutenir cet accord. Et ça va être une opportunité justement pour la filière viticole. Oui, alors c'est somme toute assez limité. Si vous regardez par exemple pour les vins et spiritueux, on estime qu'au Brésil, ça pourrait permettre de doubler les ventes sur place et pour les porter autour de 100 millions d'euros. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence dans ces pays-là en termes pour le vin, notamment tout ce qui est Argentine. Qui sont devenus aujourd'hui des puissances. Enfin, ce sont des compétiteurs redoutables sur le vin. Ce qui est intéressant pour la filière viticole, c'est qu'on a quand même leurs deux moteurs de croissance qui sont les États-Unis et la Chine, sur lesquels il y a eu des droits de douane aussi, avec Trump et Pékin ont aussi mis des droits de douane sur ces secteurs-là. Donc trouver des relais de croissance. Ce sont des grands relais pour ces secteurs. Voilà, même s'ils sont limités, c'est important parce qu'il n'y a pas des marchés qui s'ouvrent comme ça. Il y en a pas. Ça reste assez peu fréquent. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi allants sur ces sujets-là, même si ça reste limité par rapport aux expéditions qu'on peut faire aux États-Unis ou en Chine, qui sont des marchés importants. Quelles sont les filières vraiment françaises qui ont à perdre avec cet accord du Mercosur? Je pense que la filière qui a le plus à perdre, ce serait la filière volaillère, la volaille. C'est vrai qu'en fait, on dit, il y a relativement ça concerne relativement peu de volume. Ce qui est problématique, c'est l'accumulation, en fait, de ces accords de libre-échange où la filière volaille, typiquement, est souvent la variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'on dit, c'est pas grave, c'est que 180 000 tonnes de volaille. Mais quand vous additionnez tout ça, aujourd'hui, on a une filière, par exemple, où la moitié des produits
des volailles que l'on consomme en France est importée, alors que c'est 2 fois plus que dans les années 2000, alors on a une filière de production, on a une filière d'excellence sur le volaille. Ça permet de saluer les producteurs de volaille. On parle du porc aussi. Je parlais avec les responsables de la filière porc hier, qui disaient nous, dans cet accord du Mercosur, on a un tout petit volume de quotas d'importation qui va augmenter, ce qui n'est pas très grave en soi, mais on veut éviter de mettre le pied dans un engrenage un peu vicieux dans lequel on ouvre progressivement ou on facilite l'entrée de porcs étrangers et de se retrouver dans la situation de la volaille. C'est déjà vu d'ailleurs dans le passé, notamment le porc chinois qui avait fait effondrer toute une partie du secteur à la fin des années 60. Exactement. Donc c'est vrai que toutes les filières, il y a beaucoup de filières qui sont menacées. Le sucre aussi. C'est vrai que la filière betteravière française est assez fragile depuis quelques années. Pour le coup, des conditions de production qui sont extrêmement strictes. Et là, on va se retrouver face à des volumes de sucre de canne qui sont produits dans des conditions bien moins disantes qu'en France et surtout à des prix beaucoup plus compétitifs. Les pays européens donnent leur feu vert en majorité à la signature du Mercosur. Quelles vont être les prochaines étapes, Olivia ? Alors, la prochaine étape, c'est la signature officielle, la ratification officielle de ce traité, probablement en tout début de semaine prochaine. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est attendue au Paraguay pour ça. Et ensuite, il faudra que ce soit ratifié par le Parlement européen. Mais on peut dire que l'essentiel du chemin législatif aujourd'hui est fait. L'accord a été validé par la Commission européenne au mois de septembre. Maintenant, par les États membres, il reste, alors sans être trop technique, quelques petites possibilités de retarder la signature, mais l'affaire est presque pliée aujourd'hui. Sauf que, et c'est ce que disait la porte-parole de la Confédération paysanne, il y a éventuellement l'éventualité d'une censure au Parlement européen. Alors, sur ce point précis, ça dépasse un peu mon domaine de compétences, mais effectivement, il y a ceci dit, il existe des possibilités aussi que la Commission européenne puisse trouver un chemin législatif qui permette de passer au-delà de l'obstruction du Parlement européen. Je vous pose la question parce que effectivement, c'est aujourd'hui l'un des arguments du gouvernement qui est de dire pour l'instant, ce n'est pas fini. Oui, enfin le gouvernement, Emmanuel Macron en premier lieu, doit... alors, parce que c'est vrai que le Mercosur, c'est un échec monumental monumental, c'est un gros échec pour Emmanuel Macron qui avait toujours dit, vu le poids de la France aujourd'hui dans l'Union européenne, je vais pouvoir m'y opposer. On voit qu'il n'y arrive pas. La question, c'est comment il va essayer de faire passer cet échec auprès des agriculteurs. Donc, il n'a pas vraiment le choix que de dire l'affaire n'est pas finie. Mais très honnêtement, ça fait plusieurs mois qu'il porte ce discours-là et on voit qu'il n'y arrive pas. Question, vous fréquentez justement les décideurs sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a un double discours ? Est-ce que d'un côté, on a les larmes de crocodile du gouvernement, les larmes de crocodile, du commerce extérieur d'ailleurs, qui dit ce matin sur Sud Radio, qui disait qu'il arrivait à y gagner dans cet accord. Mais sinon, le discours, c'est de se lamenter sur le Mercosur, de s'opposer au Mercosur. Est-ce que vraiment en coulisses, c'était ce qu'on entendait ? Non, très honnêtement, les chefs d'entreprise, il n'y a pas de double discours. On n'a pas eu d'opposition massive des chefs d'entreprise sur ce sujet-là. On a eu en fait une discrétion absolue, parce qu'en fait, on comprend bien qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, parce qu'on parle beaucoup de l'agriculture, mais cet accord du Mercosur est bien plus large que de l'agriculture. Ça, c'est très émotif, agricole, mais c'est un accord où, globalement, on va pouvoir ouvrir un nouveau marché cumulé de 780 millions d'habitants. Dans le monde économique et chez les décideurs, on est plutôt positif et très allant sur cet accord. Et d'ailleurs, c'est assez... politiquement, on va entendre justement le patron de Sodial, Antoine Colette, qui est votre invité dimanche dans Esprit d'entreprise, l'émission du Figaro, tous les dimanches à 11h30, l'émission économique, et qui revient sur cette question. Et ce sera d'ailleurs une occasion de vous retrouver avec Gaëtan de Capelle ce dimanche pour cette interview d'Antoine Colette, qui est le patron de Sodial. Sodial, c'est une grande coopérative laitière, mais qui a des marques très connues que vous pourrez découvrir d'ailleurs dans cette interview. Merci beaucoup, Olivia.
et pour, beaucoup, votre éclairage. Et on écoute justement Antoine Colette avant de revenir sur une histoire qui n'a rien à voir avec le Mercosur. Pour moi, ce traité, il pose vraiment deux questions importantes. La première, c'est la question de la réciprocité, c'est-à-dire est-ce que c'est normal d'autoriser par l'importation et par ce traité des choses qui sont interdites pour nos agriculteurs en France ? Et notre réponse, c'est non. On ne peut pas interdire des produits, des substances, des produits phytosanitaires par exemple, et les autoriser via de la réimportation de produits. Donc là, il y a une vraie question de clause miroir, de réciprocité. C'est ce qu'exige la France. Hein, et on nous promet qu'il y en aura, que tout ça sera... Mais enfin qu'on commence à avoir ces vraies discussions, parce que c'est justement, et la personne qu'on vient d'entendre a vraiment raison, c'est la vraie question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire à nos agriculteurs d'utiliser des produits, à juste titre, et les réautoriser par de l'importation. La deuxième chose pour moi qui se pose vraiment avec le Mercosur, c'est comment on rend notre agriculteur plus compétitive, plus forte. Parce que si, et c'est tout ce qu'on veut faire nous sur le lait français justement, c'est-à-dire que quand on a des exploitations, des chaînes de valeur qui sont fortes, on n'est pas inquiet par ce genre de choses. Donc il faut vraiment qu'on continue à travailler et à créer tout cet écosystème en France, aussi avec les consommateurs, pour défendre notre agriculture. Voilà, et l'émission est à retrouver donc ce dimanche à 11h30, Esprit d'entreprise. On va maintenant s'intéresser à une toute autre histoire. C'est celle qui est assez sidérante, édifiante, qui est racontée par Frédéric Albert. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous fiez encore aux apparences ? Non, bien sûr que non. Après ce qui nous est arrivé, on se dit qu'on ne connaît jamais vraiment bien les gens, quoi. Vous venez de signer justement un récit assez stupéfiant, mais très très bien troussé. C'est une histoire qui a tout d'un roman, et pourtant c'est une histoire vraie. C'est celle d'un homme que votre famille a côtoyé et même traité comme un des siens. Et quelle ne fut pas votre stupéfaction quand vous découvrez son passé et sa jeunesse ? Racontez-nous. Tout à fait, parce que mon père rencontre Paul Pradier lors d'un salon professionnel dans les années 80. Mon père travaille dans le prêt-à-porter. Et ce jour-là, il rencontre un petit bonhomme, Paul Pradier, qui a à peu près 55-60 ans, qui l'aborde et qui lui propose de sponsoriser l'association dans laquelle il travaillait, qui fabriquait des voitures de course au modèle réduit pour les enfants. Et voilà, il cherche des gens pour les aider. Alors mon père fait des vêtements et il décide en fin de compte d'aider cette association comme sponsor. Et voilà, Paul et mon père se rencontrent. Les deux ont un peu le même caractère, ils sont des entrepreneurs. Et donc, au fil des années, Paul devient un habitué de la famille, tout simplement. C'est un ami, il vient quelques jours, quelques semaines, il repart. Et ce pendant à peu près 35-40 ans. Et puis, à la mort de Paul Pradier, et vous êtes tellement proche que c'est votre mère, d'ailleurs, qui lui trouve une place dans une maison de retraite. Quand vous prévenez la famille, que vous connaissez peu finalement, de ce Paul Pradier, vous commencez à vous poser des questions. Tout à fait, parce que c'est vraiment le hasard. Ma mère appelle un neveu lointain de Paul pour lui dire, Paul est décédé cette nuit d'une embolie pulmonaire à l'hôpital. Et on ne connaît pas trop son passé en Dordogne, parce qu'il nous parlait très peu de sa famille. On savait qu'il était en rupture, voilà, il ne voyait pas sa famille. Et c'est là que le neveu nous dit simplement, oui, mais Paul, c'était compliqué avec l'oncle Paul, avec la guerre et la prison. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on entend. Vous découvrez donc à ce moment-là qu'il a fait de la prison. Voilà, on entend juste le mot prison. Et là, on se dit, waouh, prison, Paul, on ne peut pas imaginer, quoi. Et tout ça s'arrête là. Je comprendrai plus tard, je comprendrai que ce monsieur, ce neveu, ne connaît pas vraiment l'histoire. Il sait que le tonton était dans la collaboration, qu'il a été jugé, condamné, mais il ne connaît pas trop l'histoire. Donc c'est à ce moment-là que moi, on est tous piqués au vif, on se dit, il faut trouver. On ne trouve rien sur Internet. Et, on va dire 1 an et demi après, arrive le Covid. Je suis bloqué, moi, à Barcelone, dans mon hôtel. Et là, je dis, oh là, il faut que je reprenne. Oui, parce que vous n'êtes pas du tout dans le métier de l'investigation. Vous êtes responsable, adjoint responsable d'un hôtel à Barcelone. Oui, tout à fait. Oui. Moi, pas du tout. Par contre, je suis très curieux de nature. Donc là, c'est ce qui m'aide. Et donc, là, je m'y remets, j'ai du temps, comme tout le monde à ce moment-là. Je me mets dans l'ordinateur et là, je passe beaucoup de temps. Et là, je commence à trouver. Je trouve un extrait d'un livre où je trouve Pradier, Paul Pradier, tel âge, tel endroit, voilà. Et je commence à gratter et je remonte le fil. Et à un moment, je rencontre des gens en Dordogne sur les réseaux sociaux qui sont des historiens qui ont écrit et dont, dans certains livres, on voit Monsieur Pradier qui sort régulièrement. Donc c'est comme ça que
je commence à remonter. Et puis, quand on a tiré un peu la pelote, tout arrive. Donc je découvre. Et qu'est-ce que vous découvrez? Alors, je découvre que Paul Pradier, donc, était à 17-19 ans, est entré au Parti populaire français, donc un parti d'extrême droite. Et qui avait été fondé par Jacques Doriot, qui était le grand espoir du Parti communiste, maire de Saint-Denis, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, et qui a été débarqué par Staline de la direction du PC, et qui après a fondé le PPF, et qui a été une des fers de lance de la collaboration, enfin en tout cas de cette idéologie qui était le collaborationnisme avec l'Allemagne nazie. Tout à fait. Donc Paul, à l'âge de 19 ans, il prend sa carte dans ce parti. Et il commence à collaborer avec les Allemands. Et contrairement à ce que j'avais lu au départ, où on parlait de Paul Pradier, le milicien, Paul Pradier n'était pas du tout milicien. Paul a collaboré les premiers mois, je pense qu'il était chauffeur, il a trouvé des cachettes de l'armée française, il a amené les Allemands avec lui. Sauf qu'en octobre 1943, là par contre, on lui donne une carte du service du SD, donc qui est la Gestapo. Donc c'est-à-dire qu'à 19 ans, Paul est en possession d'une carte de policier allemand du SD, donc de la police de la SS. Donc là, c'est quand même autre chose que la milice. Là, il est vraiment, voilà. Paul Pradier est condamné en 1945 pour des faits de trahison. Mais vous allez plus loin. Vous avez découvert qu'il a fait, en plus de la trahison, il a participé, très vraisemblablement, en tous les cas, il y a de fortes suspicions, à des actes qui ont amené à la déportation. Là, c'est documenté, bien sûr. On a une archive sonore et écrite d'une famille juive dont les enfants ont réussi à s'échapper d'une rafle dans laquelle Paul est impliqué activement. Et là, c'est vraiment... là, quand on tombe sur cette archive, c'est vraiment pour nous une sidération, parce que voilà, Paul... arrive avec des soldats allemands et on l'entend crier il faut aller plus vite parce qu'il y a d'autres familles juives à aller chercher. Et ça, c'est écrit par un survivant qui est un homme qui avait 16 ans à l'époque, était un peu plus jeune que Paul et qui est décédé il y a à peu près une dizaine d'années. Et voilà, il explique et ces enfants-là, lorsqu'on descend la maison avec les parents pour les envoyer dans les camps, ils arrivent à s'échapper par la fenêtre. Donc ces enfants vont survivre, donc ils vont pouvoir témoigner. Mais on sait que cette semaine-là, il y a eu beaucoup de rafles, et d'autres personnes disent oui, on sait que Paul Pradier a participé à d'autres rafles. Vous avez vous avez recueilli, vous avez reconstitué finalement tout ce trajet, toute cette trajectoire, et vous avez reconstitué ce puzzle en vous plongeant dans les archives de la Gironde. Oui, de la Gironde, oui. Et vous avez pu donc retrouver un certain nombre de refaire en tous les cas remplir ce qui était un grand trou dans son histoire. Mais à aucun moment vous ne vous êtes posé de questions. À aucun moment il y a eu un détail qui ait pu finalement évoquer ce passé. Non, pas du tout, parce que Paul, lorsqu'on l'a connu, il était irréprochable. Il n'a jamais eu de paroles violentes. Il n'a jamais eu émis des critiques sur, que ce soit sur la politique, sur les gens, sur les juifs, les arabes. Jamais on l'entendait. Et puis, simplement, il y a juste eu un petit élément, un moment où il parle... Avec mon oncle, il parle des résistants communistes de Dordogne. Et mon oncle lui parle, ah oui, la résistance en Dordogne, disons, j'y suis allé, j'ai vu beaucoup de monuments, disons, les communistes là-bas, je sais qu'ils ont ils ont souffert en tant que résistants. Et là, Paul s'est emporté pour la première fois, c'est peut-être la première fois où on l'a vu se mettre en colère. Et là, mon oncle, ça l'a marqué. Il dit, Paul est vraiment devenu en colère. Oui, qu'est-ce que tu en sais des communistes, des résistants communistes? Ça, c'est un vrai débat. Les rôles des résistants communistes en Dordogne, ça... voilà. Mais voilà, comme quoi, il y avait quelque chose il y avait quelque chose, quoi. Mais ce qui est très frappant, c'est que vous décrivez un personnage absolument charmant, à l'origine, absolument dévoué, et notamment une autre famille
qui a été très connu, très réputé dans le Luberon, cette fois-ci, où il a travaillé avec eux pendant une vingtaine d'années. Oui. Et qui était une famille, alors là, pour le coup, proche de la résistance. Ah oui, là, c'est une histoire incroyable. C'est la famille Morenas, François Morenas, qui est un aubergiste, qui était l'un des plus jeunes aubergistes de France dans les années 36. Et ce François Morenas, c'était vraiment un résistant dans l'âme. Il était un peu anarchiste, il était complètement anti-pétainiste, il a protégé des gens, il accueillait des gens, il était totalement à l'inverse de ce qu'était Paul Pradier à la même époque. Où Paul Pradier allait chercher des gens, il dénonçait, il traquait. François Morenas, c'était l'inverse. Et ces gens-là, ces deux personnes-là qui se seraient rencontrées à ce moment-là, ça aurait été des ennemis jurés, ça c'est sûr. Mais 40 ans après, dans les années 80, Paul rencontre, par l'intermédiaire d'un ami, rencontre François Morenas. Et puis, l'amitié, il se crée une amitié entre les deux. Et Paul va travailler pendant plus de 20 ans avec cette famille. Donc, et à aucun moment... Ils sont tombés de la chaise également. Vous leur avez rencontré l'histoire. Oui, c'est assez étonnant parce que je suis en contact avec la fille de M. Morenas, qui est décédée depuis pas mal d'années, qui me dit, oui, Paul nous parlait. Quelquefois, il nous a même dit qu'il avait fait de la prison pendant la guerre. Mais il noyait le poisson, il dit oui, c'est des erreurs de jeunesse. Puis jamais il ne disait le pourquoi. Mais elle me dit, quand j'ai appris tout ça, elle me dit, mais si mon père avait su ça, la vérité, pourquoi ? Enfin, si mon père, je le connaissais, c'était quelqu'un qui avait un caractère très fort. Il m'a dit, non, ça n'aurait pas marché, quoi. On apprend, ce qui est très intéressant, au-delà juste de cette histoire humaine, on apprend beaucoup de choses dans votre livre. On apprend que la Gestapo, d'ailleurs, avait peu de troupes et elle devait s'appuyer sur des Français, et notamment des malfrats. Ah oui, parce que à l'origine, ce qu'on appelait la Gestapo française, la Carlingue à Paris, gérée par Henri Lafont, a recruté sur Paris, d'abord essentiellement, des malfrats, des gens qui étaient en prison. Ils ont fait libérer des malfrats pour, en fin de compte, grossir les rangs et puis continuer leur petit business d'escrocs, parce qu'en fin de compte, la Gestapo française, ce qu'on appelait la Gestapo française, c'était des Français qui en fin de compte, pillaient, torturaient, raflaient, enfin... Ils étaient complètement au service de... Ces espèces de barbouzes au service de l'Allemagne nazie. Ah oui. C'est très intéressant. Pas des du tout, c'était vraiment des... Très intéressant. Et vous parlez également d'une brigade dont j'ignorais l'existence jusqu'à présent. C'est la brigade nord-africaine, avec notamment des indépendantistes algériens à l'intérieur, et qui sont venus... à l'époque, alors on est bien évidemment bien avant la guerre d'Algérie, mais qui sont venus semer la terreur, justement, notamment en Dordogne. Oui, tout à fait, parce que justement la Gestapo française, donc Henri Lafont, avait créé cette espèce de force recrutée sur Paris, donc ce quartier de la Goutte d'Or, Barbès. Il avait recruté donc beaucoup de Maghrébins de ces quartiers-là, et qui se sont mis à la solde de la Gestapo française, et ils ont créé un groupe, alors je ne pourrais pas vous dire 50, 80 personnes qui sont parties à un moment donner un coup de main aux Allemands qui étaient en difficulté dans les années 44. Et là, ils sont arrivés en Dordogne. Et l'un des dirigeants, d'ailleurs, après, s'est rapproché du grand moufti de Jérusalem, dont on avait déjà, dont les accointances avec Hitler avaient été documentées à partir des années 30. C'est très intéressant. Ce qui est passionnant dans cette enquête, Frédéric Albert, c'est qu'elle laisse des zones d'ombre, des débats sans fin et des questions. Ah oui, les questions, c'est pourquoi Paul a fait ça ? Pourquoi Paul a fait ça ? Pourquoi a-t-il collaboré de cette façon-là ? A-t-il regretté ? Voilà, c'est des zones d'ombre parce qu'on ne sait vraiment pas. On ne peut pas savoir exactement. Et ça n'empêche pas de lire ce livre qui est très intéressant. Ce bon monsieur Paul, c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup Frédéric Albert. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour une émission spéciale bicentenaire, car c'est la semaine prochaine que la Figaro fête ses 200 ans. Merci. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier 2026, rendez-vous au Grand Palais. Pour la première fois, le Figaro dévoile 2 siècles d'histoire avec une exposition exceptionnelle. Plus de 201 photos, affiches, archives et des images inédites de l'INA. Sur les façades intérieures du Grand Palais, une projection géante, immersive, spectaculaire. Sous la nef, pendant 3 jours, nos journalistes vous donnent rendez-vous pour des débats, des rencontres
des conférences et toutes les émissions du Figaro TV. Un événement unique, ouvert à tous. Venez célébrer les 200 ans du Figaro avec nous.